J'attends les deux prochaines personnes. Est-ce que vous pouvez me dire déjà un petit peu, avant que je me présente, parce que je vais attendre juste que les deux personnes arrivent, est-ce que vous êtes des habitués des huiles essentielles ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne connaissent pas du tout les huiles essentielles ou pas? Pas beaucoup. Donc je vais faire un petit rappel en 2 minutes sur ce qu'est une huile essentielle. Vous avez de toute façon dans le support beaucoup d'infos sur comment les utiliser, comment ne pas les utiliser, ce qu'il ne faut pas faire avec, etc. D'accord. On démarre, Myriam? Ouais. Donc bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Donc je m'appelle Maria-Mélite Bernouis, je suis pharmacienne, je fais de l'aromathérapie depuis très longtemps. J'ai travaillé en officine et puis pour un labo d'aromathérapie. Et depuis maintenant 2 ans, j'anime notamment des ateliers d'aromathérapie grand public parce que je me suis rendu compte que ça correspondait à un besoin énorme d'information, de formation. Que souvent, voilà, beaucoup de gens ont envie d'utiliser l'huile essentielle mais ne savent pas trop comment. Et une huile essentielle, c'est quand même pas anodin, c'est un concentré de molécules aromatiques, donc il y a une toxicité réelle potentielle si elle est mal utilisée. Donc c'est pour ça que j'ai monté tous ces programmes d'ateliers, notamment avec Myriam. Après, sinon, j'ai écrit aussi des articles pour des sites internet, notamment le site AMSOAM, qui est une école qui a été fondée par Aude Maillard, qui est une pharmacienne qui fait aussi beaucoup d'aromathérapie. Et puis je fais des consultations d'aroma et de réflexologie plantaire à mon cabinet. Donc j'ai une activité assez variée. Donc avec Myriam, on va vous proposer, il y a la séance d'aujourd'hui et puis celle du mois de décembre en fait, qui s'articulent ensemble. L'année dernière, j'avais fait juste une séance sur les maux de l'hiver. Et là, on a trouvé intéressant cette année de démarrer par l'immunité, la fatigue et la prévention avant de passer au curatif, parce qu'on n'est pas encore rentré dans la période des pathologies déjà installées. Donc tant qu'à faire, autant prévenir. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de vous parler des huiles essentielles, je vais vous dire quelques mots quand même sur l'immunité, parce que ça me paraît être important de resituer le sujet. L'immunité, déjà, c'est ce qui permet de faire la différence entre le soi et le non-soi dans l'organisme. Étymologiquement, immunité parlementaire, diplomatique, physiologique, c'est la même étymologie, ça veut dire être dispensé d'eux, être exempté d'eux. Donc quand on dit immunisé, on est exempté d'être malade, dispensé d'être malade. L'immunité, on la trouve, en fait, l'immunologie, elle intervient dans tout un tas de disciplines au niveau médical. Ça va de l'allergologie, puisque en fait, une allergie, c'est le système immunitaire qui surréagit, donc qui s'est emballé, qui réagit beaucoup trop fortement. Donc l'allergologie, c'est un problème immunitaire. On va trouver toutes les pathologies auto-immunes. Là, ça va de la sclérose en plaques, au lupus, à la polyarthrite, la maladie de Crohn, toutes ces pathologies-là. Le diabète aussi, le diabète insulinodépendant, c'est qu'on a développé des anticorps contre son propre organisme en fait. On verra d'ailleurs qu'en aromathérapie, il y a certaines huiles essentielles qu'il faut utiliser avec prudence quand il y a des pathologies auto-immunes, justement pour ne pas trop stimuler le système immunitaire. En cancérologie, l'immunité intervient aussi. Et puis forcément, ce qui nous rejoint, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est tout ce domaine de l'infectiologie. L'immunité, il y a l'immunité innée, naturelle, celle avec laquelle on arrive sur cette terre, avec d'une part l'action tout simplement mécanique au niveau de l'organisme. Donc au niveau des sinus, vous avez une production de mucus pour évacuer les microbes. L'acide chlorhydrique de l'estomac est là pour détruire les microbes aussi. Donc il y a tout un tas de... La peau aussi agit comme barrière immunitaire mécanique. Il y a une intervention des macrophages aussi, qui sont des globules blancs avec lesquels un potentiel qu'on a déjà à la naissance. Donc ça, c'est l'immunité innée. Et puis vous avez l'immunité acquise, celle qu'on développe tout au cours de la vie, notamment sous l'effet des contacts et des maladies, des contacts avec les microbes et des maladies qu'on développe. Et puis cette immunité-là, elle intervient sous l'effet des globules, par le biais des globules blancs. Les lymphocytes B qui produisent des anticorps et les lymphocytes T qui se différencient en tout un tas d'autres cellules et qui, notamment par exemple les lymphocytes, les cellules NK qui détruisent les cellules cancéreuses. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais c'est pour avoir bien une idée qu'il y a les lymphocytes B et les lymphocytes T, que ces lymphocytes T, ils sont situés au niveau notamment de 2 organes, le thymus et la rate. Donc le thymus, c'est une glande qui est juste en haut du thorax, là derrière le sternum. Donc c'est clair que quand on met des huiles essentielles ici pour dégager les voies respiratoires, on va agir aussi sur le thymus, donc ça c'est intéressant. La rate, elle est située au niveau du pancréas. Et puis il y a le système immunitaire qui est dans l'intestin, dans tout le système digestif. Je suis désolée, j'ai un peu trop chaud là.
Dans le système digestif, vous avez notamment dans le côlon et l'intestin tout un tas de cellules de l'immunité, et puis les plaques de Peyer, ici, qui sont une zone qui était située là, qui joue un rôle important aussi dans la production d'anticorps. Donc il est clair que si l'intestin dysfonctionne, si la muqueuse intestinale est abîmée, si la perméabilité intestinale n'est pas bonne, si la flore est en mauvais état, c'est clair que ça a un retentissement important sur l'immunité. Donc l'immunité des voies respiratoires, elle est aussi très dépendante de l'immunité au niveau du système digestif, enfin, de l'état du système digestif. L'immunité, elle est aussi sous l'influence des pensées, des émotions, du stress, des hormones. On parle d'ailleurs souvent de la neuropsycho-endocrino-immunologie. Donc toutes ces disciplines, elles sont liées. Donc il n'y a pas d'immunité. L'immunité, elle n'est pas toute seule dans son coin. Elle est vraiment liée à tout un ensemble de choses. L'intérêt d'utiliser des huiles essentielles dans la prévention des pathologies hivernales, c'est justement que il faut savoir que les huiles essentielles, c'est le système immunitaire de la plante aromatique. Donc en fait, les huiles essentielles, elles sont produites pour se défendre du froid, se défendre des insectes nuisibles, se défendre des champignons. Donc en fait, on va, entre guillemets, utiliser ce système immunitaire de la plante pour nous. Donc c'est tout l'intérêt que ça présente. Les huiles essentielles, elles vont agir sur l'immunité, mais elles vont agir en même temps sur le système nerveux, elles vont agir par voie olfactive. Donc ça a un intérêt, on travaille à la fois l'immunité en tant que telle et le terrain aussi. Quand vous prenez un antibiotique, vous allez agir sur le germe, mais vous ne travaillez pas sur l'immunité. Quand vous prenez quand vous prenez du coup des huiles essentielles, vous agissez à la fois sur le germe, mais sur le terrain. Donc c'est tout l'intérêt. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre d'antibiotiques, c'est pas ça que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que l'intérêt de l'aroma, c'est vraiment d'avoir une action beaucoup plus globale. Du coup, je reviendrai après sur les huiles essentielles. Sauf si vous avez déjà des questions là-dessus. C'était assez rapide, mais je trouvais que c'était important de situer un peu le contexte de l'intervention de ce soir. Pour vous parler aussi de la fatigue, parce que la fatigue, c'est quand même un sujet important. Il n'y a pas de définition consensuelle sur l'état de la fatigue. Autant l'état de la douleur, on sait évaluer, on a des échelles d'évaluation de la douleur de 0 à 10, c'est très clair, c'est précis. La fatigue, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. On distingue la fatigue qui disparaît avec le repos de ce qu'on appelle l'asthénie. L'asthénie, souvent vous voyez ça sur les indications, la vitamine C, c'est en cas d'asthénie. En fait, l'asthénie, c'est la fatigue qui ne disparaît pas avec le repos, qui même parfois est aggravée par le repos. Donc dans tous les cas de figure, la fatigue, c'est un signal d'alarme qui indique que le corps lâche prise. Donc il faut être attentif à ça. Après, c'est clair que selon le type de fatigue, en aromathérapie, en tout cas, on ne prendra pas les mêmes huiles essentielles. C'est pas la fatigue égale une huile essentielle. Comme on a tendance à dire, la fatigue égale vitamine C. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc selon qu'on est fatigué au réveil, après le repas, en fin de matinée, dans l'après-midi, on ne va pas aller vers les mêmes huiles essentielles. Alors je ne pourrais pas tout vous détailler aujourd'hui, mais il y a quand même pas mal d'infos dans mon support. Globalement, on va dire que la fatigue du réveil, il faut toujours se questionner sur est-ce qu'il n'y a pas un état un peu émotionnel, un peu de déprime derrière, parce que la fatigue physique, on doit récupérer pendant la nuit. Si on se réveille le matin fatigué, c'est pas de la fatigue physique, c'est plutôt de la fatigue avec peut-être une cause d'ordre ou psychique ou émotionnel. Enfin, après, vous mettez le mot que vous voulez dessus, mais vous avez compris ce que je voulais dire. La fatigue au réveil, ça peut aussi signer un problème de dysbiose, justement de problème de flore intestinale, ou parfois un problème de thyroïde aussi. La fatigue et après le repas, c'est plutôt, il faut se poser une question, voir s'il n'y a pas de problème d'intolérance alimentaire, parce que quand on a un gros coup de pompe au moment où il faut démarrer la digestion, ça peut être un problème d'intolérance alimentaire, pas toujours, mais enfin, en tout cas, si c'est le cas, il faudra procéder à certaines restrictions alimentaires. Et puis ça peut être une insuffisance aussi en enzymes digestives, et là on peut prendre des huiles essentielles qui vont activer les sécrétions et activer tout le système digestif, ça peut être le citron ou le romarin, en huile essentielle, après ça peut être des plantes aussi en phyto. Les coups de pompe à 11h et 16h, en général, c'est plutôt
des choses au niveau de la glycémie, enfin ou le pancréas qui est fatigué, notamment 16 heures, le coup de pompe, l'envie de sucrer en fait, c'est dans ce sens-là. Souvent c'est le pancréas, alors ça ne veut pas dire qu'il y a un prédiabète, mais ça veut dire quand même que le pancréas est un peu fatigué. Donc soit on le soutient, pareil avec des huiles essentielles ou avec des plantes. En aroma, c'est le géranium et la cannelle qui ont un intérêt dans ce contexte-là. D'ailleurs même la cannelle en poudre, hein, rien que la cannelle en poudre sur l'alimentation, ça participe à la régulation de la glycémie et en tout cas au métabolisme des sucres. Les coups de pompe dans l'après-midi, souvent, ça peut être une carence en magnésium. Donc là, on va voir qu'on va partir sur des huiles. Alors évidemment, on supplémente en magnésium à ce moment-là. Et puis on part sur on va dire des huiles essentielles de la recharge nerveuse, comme le Ravinzara par exemple. Le gros coup de pompe en fin de soirée, ça peut être une carence en ce qu'on appelle en cortisol. Le cortisol, c'est une substance qui est sécrétée par les corticosurrénales. C'est des glandes qui sont juste au-dessus du rein. Le cortisol, c'est de la cortisone naturelle qui est sécrétée naturellement par l'organisme pour limiter, je dirais, tous les états inflammatoires. Ça agit comme un anti-inflammatoire naturel. Et ça donne un coup d'énergie, un coup de boost. Donc le pic de sécrétion, c'est le matin. Donc on verra que si on est vraiment fatigué en fin de journée, c'est que ce cortisol, il n'a pas tenu toute la journée. Donc le matin, on va voir ça avec l'épinette et le pin notamment, travailler sur les corticosurrénales avec ces huiles essentielles-là. Quand c'est une fatigue, je dirais, globale, permanente, alors il faut explorer toutes ces différentes pistes, mais c'est quand même très souvent un problème intestinal, un problème de dysbiose. Donc là, c'est pareil, il faut repartir sur des cures de probiotiques. Ça peut être des carences en acides gras essentiels aussi. Et parfois aussi des problèmes hormonaux ou quelque chose au niveau hormonal qui est mal régulé. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire sur les différents types de fatigue. Je ne sais pas si là-dessus vous avez des questions déjà ou pas, ou si je continue. Je continue. D'accord. Donc on va passer maintenant vraiment à la partie qui concerne des produits, mais je vais démarrer en fait par la page, ça doit être la page 7. On va démarrer, on va faire un peu les choses un peu à l'envers. Avant de vous parler d'aroma, je vais vous parler déjà des produits qui sont intéressants pour stimuler l'immunité au niveau des compléments alimentaires. Parce qu'en fait, les huiles essentielles, vous pouvez les utiliser seules, c'est intéressant, mais souvent c'est encore plus efficace si vous supplémentez ou si vous alternez avec d'autres produits. Et je pense notamment aux produits de la ruche, à savoir gelée royale et pollen. La gelée royale, c'est un très bon antifatigue et très complémentaire des huiles essentielles, parce que les huiles essentielles, vous apportez des molécules aromatiques. La gelée royale, vous apportez de la substance, enfin je veux dire des protéines. C'est très riche en acides aminés, tout ce qui est gelée royale et pollen. Donc on n'est pas sur le même, on travaille pas sur le même registre. En gémothérapie, vous avez 2 macérats glycérinés de bourgeons phares très intéressants, c'est le cassis et l'églantier ou rosier sauvage selon les ouvrages, vous le trouvez sous ces 2 noms-là. Le cassis, il a une action anti-inflammatoire dite cortisone-like. On va voir qu'il agit effectivement comme certaines huiles essentielles en stimulant cette fameuse sécrétion de cortisol. Donc il va limiter tous les états inflammatoires et il est intéressant dans les états chroniques. Et l'églantier, il n'agit pas tout à fait de la même manière, mais il est très intéressant dans la stimulation des défenses immunitaires chez l'enfant. Les enfants qui font des infections orales à répétition, il ne faut pas hésiter, dès le mois d'octobre, à démarrer des cures de macérat glycériné de Rosa canina. Et pour l'adulte, macérat glycériné de Ribes nigrum. Après, il y en a beaucoup d'autres, des bourgeons, mais c'est vraiment les deux, je dirais les deux bourgeons phares, quoi. En oligo-éléments, on peut faire des cures de cuivre or argent. Là, je vous avais sorti celui-là, de Catalion. Après, il y en a d'autres, mais celui-là est intéressant. Cuivre or argent, ça agit vraiment sur les états inflammatoires, infectieux. Alors, c'est pas nécessairement peut-être avec ça qu'il faut démarrer. Ça peut être peut-être plutôt au creux de l'hiver ou bien en convalescence après. Ça dépend un petit peu aussi de ce que vous aimez prendre. Et de toute façon, il faut alterner. Il ne faut pas prendre tout le temps la même chose. Donc vous pouvez démarrer par une cure de gelée royale, après vous faites une cure de cuivre or argent. Tout ça, donc ça peut être fait en même temps que les huiles essentielles. Alors par contre, quand on fait des cures comme ça, on fait ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire qu'en général, on fait 3 semaines, pause une semaine, 3 semaines, pause une semaine. On ne passe pas tout l'hiver, tous les jours, tout le temps à prendre des choses. C'est important de temps en temps aussi de laisser l'organisme se réguler par lui-même, quoi.
Là, je vous ai cité l'acérola et l'argousier, c'est 2 plantes qui sont très riches en vitamine C, complètement naturelles. Donc c'est pareil, ça peut faire partie des petites cures qu'il est intéressant de faire. La vitamine D, j'attire votre attention là-dessus parce qu'il y a un très grand nombre de la population qui est carencée en vitamine D. Et la vitamine D, elle est indispensable notamment au métabolisme du calcium. Donc forcément importante pour tout ce qui est osseux, tout ce qui est système nerveux. Donc il faut vraiment avoir un taux de vitamine D suffisant pour être en forme. Ça peut être un gros coup de fatigue, ça peut être aussi une vraie carence en vitamine D. Ça, on le sait en faisant tout simplement une prise de sang, c'est vite fait. Donc voilà, vigilance sur la vitamine D. Après, je vous ai parlé des probiotiques parce que voilà, ça revient, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc régulièrement. Alors vous avez des souches qui sont plus spécifiquement prévues pour quand il y a des états inflammatoires ou quand il y a des états allergiques, c'est pas forcément les mêmes probiotiques. Donc il faut bien se renseigner avant parce que c'est pas la peine de faire des cures de probiotiques à gogo qui sont mal ciblées par rapport aux besoins. Mais par contre, c'est important de le faire quand il y a vraiment, on sent que la flore ne va pas bien. Au niveau des plantes, donc vous avez le serpolet, l'éleutérocoque et l'échinacée, qui sont 3 plantes qu'on utilise en phyto. Ça, c'est vrai que je ne les ai pas notées. Pardon. Ouais. Quelle est la différence entre l'huile essentielle et phyto ? Alors la phytothérapie, l'aromathérapie, ça fait partie de la phytothérapie en fait. L'aromathérapie, c'est juste l'utilisation des huiles essentielles, alors que la phytothérapie, ça englobe tout, ça englobe les tisanes, ça englobe la gémothérapie, par exemple les macérats de bourgeons, c'est aussi de la phytothérapie. Après, souvent on dit phyto de manière plus générale, mais c'est vrai qu'effectivement, la phyto, souvent on entend les plantes, vraiment, les plantes en vrac, brutes, ou certains extraits, voilà. Donc éleutérocoque, serpolet, échinacée. Et puis Myriam elle a formulé vraiment deux tisanes spécifiquement qui a axé sur tout ce qui est immunité et pathologie hivernale. Donc c'est vitalité et hiver. Et je crois que c'est hiver que vous avez goûté là pour ceux qui viennent d'arriver. Une dernière plante intéressante, l'échinacée que j'ai citée en tisane, elle existe aussi comme ça en extrait. Quand on ne peut pas se faire sa tisane parce qu'on n'a pas le temps, on peut aussi prendre des extraits comme ça. Et puis un produit vraiment pour l'enfant, enfin là c'est Pédiakid, après il y a sans doute d'autres marques, mais c'est un labo qui fait des produits de phytothérapie dosés pour les enfants, parce que toute la difficulté quand on a des petits, c'est que les dosages c'est très souvent que des formulations adultes, et on ne peut pas leur en donner, alors que la phytothérapie chez les enfants c'est vraiment extrêmement intéressant. Je crois que c'est là 5 ans. Avant 5 ans, une cuillère à café, matin et midi. Ouais. Donc on peut démarrer, je pense, vers 3-4 ans. Il n'y a pas la... Ouais. Mais on peut démarrer jeune. Enfin, déjà, quand ils sont à l'école, ça leur fait du bien de faire des cures comme ça. Voilà. Et alors après, donc ça, c'était pour la partie phyto sous cette forme-là. Après, je vous ai cité 2 hydrolats. Alors les hydrolats, est-ce que vous savez ce que c'est que les hydrolats ou pas ? Quand on distille une huile essentielle, on utilise de l'eau, donc on met les plantes dans une grande cuve et on fait traverser par de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, elle fait ouvrir toutes les poches qui contiennent les essences aromatiques. Ces essences, elles sont entraînées par la vapeur d'eau dans un serpentin qui va être situé dans une cuve d'eau froide. Dans ce serpentin, la vapeur d'eau et les essences, la vapeur se recondensent. Et en bas du serpentin, on récupère l'eau qu'on a utilisée et à la surface, l'huile essentielle. Et cette eau qu'on a utilisée, ça s'appelle l'hydrolat. Donc en fait, quand vous utilisez de l'eau de rose ou de l'eau de fleur d'oranger, c'est tout simplement de l'hydrolat de rose ou de l'hydrolat de fleur d'oranger. Donc à chaque huile essentielle correspond son hydrolat en fait. Et l'hydrolat, il est un peu chargé en molécules aromatiques, mais beaucoup moins, puisque une huile essentielle, c'est 100% d'huile aromatique, de molécules aromatiques. L'hydrolat, ça varie, c'est autour de 2, 3, 4%, même parfois moins, parfois un peu plus, mais c'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc l'hydrolat, comme l'eau de fleur d'oranger, vous pouvez mettre une cuillère à café dans un verre d'eau, ça peut se donner aux enfants, c'est beaucoup plus facile à manipuler qu'une huile essentielle. Puisque le problème d'une huile essentielle, c'est que comme c'est hyper concentré, il faut... Alors, on va voir qu'il y a des exceptions, mais théoriquement, il faut la diluer avant de l'utiliser. On ne l'utilise pas pure. Et l'huile essentielle, surtout, elle n'est pas soluble dans l'eau. Une huile essentielle, vous ne mettez pas une goutte d'huile essentielle dans une tisane, par exemple. Ça n'est soluble que dans la matière grasse. Donc là, je vous ai cité 2 hydrolats, le ravinzara et le thym linalol, qui sont
Au niveau des huiles essentielles, aussi 2 anti-infectieuses. Mais l'hydrolat permet de l'utiliser de manière beaucoup plus douce. Par exemple, l'hydrolat de Ravinzara, vous pouvez mettre une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau, vous le buvez sur la journée, vous faites une cure de 8 à 10 jours. Donc c'est un usage qui va être différent. Chez l'enfant, ça va être une cuillère à café dans un verre d'eau, je vous ai tout mis là, hein, dans un verre d'eau 1 à 2 fois par jour. Ou une cuillère à soupe dans l'eau du bain le soir. Ça, après, c'est à chacun de trouver son mode de fonctionnement, comment il veut faire. Mais ça s'utilise voilà, d'une manière... Vous ne mettrez pas une huile essentielle dans le bain, ou alors il faut d'abord la solubiliser. Je veux dire, l'huile essentielle dans le bain, les gouttes, elles flottent à la surface. C'est dangereux. Ou alors, sinon, il faut les solubiliser avant dans votre shampoing ou un gel douche. C'est plus délicat à manipuler. Une cuillère à soupe d'hydrolat dans le bain, c'est beaucoup plus facile. Et le thialinalol, hein, pour les bébés, on peut même mettre une cuillère à soupe dans l'eau du bain le soir. Donc voilà, ça c'était pour vous parler des hydrolats. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les hydrolats ou pas. Alors vous, la question sur effectivement le mixage des huiles essentielles, vous dites dans du gras. Alors là, vous venez de parler du bain par exemple, donc gel douche, shampoing. Vous pouvez solubiliser éventuellement dans un... Oui, dès qu'il y a un tensioactif, quoi, un gel douche, quelque chose de moussant. Et par contre, ce que l'on prend par voie orale, donc moi j'avais lu qu'on pouvait les mélanger avec de l'huile, des huiles... De l'huile alimentaire, tout à fait. De l'huile de... On va y venir, oui. Je sais quoi. Ouais. Avec quelle huile? Il y a des huiles qu'il ne faut pas utiliser quand c'est pour mettre en bouche, ça va être des huiles alimentaires. Donc ça peut être l'huile d'olive qui est dans le placard de votre cuisine, hein, tout simplement. Voilà. Sur la peau, vous pouvez le faire aussi avec une huile. Il vaut mieux le faire avec une huile d'olive que vous avez chez vous si vous n'avez rien d'autre que de ne pas le faire du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des huiles végétales qui sont plus adaptées que d'autres. Et en fait, les huiles végétales possèdent ce qu'on appelle un gradient de pénétration, c'est-à-dire que certaines pénètrent beaucoup dans la peau et d'autres restent plus à la surface. Donc selon ce que vous allez vouloir faire avec votre huile essentielle, agir sur la peau ou s'il y a une pénétration importante au niveau sanguin, vous ne choisirez pas la même huile végétale. Après, je dirais quand on a de l'huile de noyau d'abricot, de l'huile de jojoba ou éventuellement de l'huile d'amande douce, c'est un bon outil. Des huiles végétales, il en existe une palette énorme. Moi, je conseille souvent le noyau d'abricot parce qu'elle a une bonne pénétration, elle n'a pas d'odeur. Donc ça veut dire que quand on utilise les huiles essentielles aussi pour leurs odeurs, il ne faut pas que l'huile végétale masque l'odeur de l'huile essentielle. Voilà, le noyau d'abricot, c'est une bonne... en cutané, c'est un bon usage. Et par voie interne, c'est l'huile d'olive en général. Et au niveau des dosages, il y a des indications? Alors oui, vous avez les indications. Je vous ai tout mis en première page dans les modes d'utilisation. Parce que qu'est-ce qu'on met, quelle quantité d'huile d'olive par exemple avec quel produit? Quand vous mettez, quand c'est en bouche, ça va être une goutte d'huile d'olive dans une toute petite cuillère à café, une goutte d'huile essentielle dans une petite cuillère d'huile d'olive. Hein. Oui, une cuillère à café. C'est tout simple, c'est pas. C'est ce qu'on appelle la voie sublinguale. Hein. Vous avez 1 à 3 gouttes, 1 à 3 fois par jour. D'accord? Donc ça peut être de l'huile d'olive, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des comprimés neutres. Hein, c'est des comprimés, parce que c'est beaucoup plus facile quand on se déplace d'avoir des comprimés neutres que d'avoir de l'huile. Hein. Donc vous pouvez avoir ça dans votre sac. Alors c'est des comprimés neutres. Des comprimés, en général c'est de la gomme d'acacia ou c'est un support neutre. Il n'y a aucun principe actif. Juste vous faites tomber votre goutte, elle absorbe, le comprimé absorbe la goutte sur le comprimé. Voilà. À ce moment-là, le comprimé absorbe la goutte. Et vous avalez le comprimé ou vous le gardez sous la langue selon les huiles essentielles. C'est plus pratique, quoi. En hiver, ce qui est intéressant quand même, c'est de le mettre aussi éventuellement sur du miel, pour ceux qui supportent le miel et qui n'ont pas de problème de diabète, parce que ça permet de mettre que l'huile essentielle avec le miel tapisse bien la cavité buccale. Et donc c'est un effet calmant aussi. Donc on va en venir du coup aux huiles essentielles de l'immunité et de la fatigue. La toute première, c'est l'huile essentielle, c'est l'essence de citron jaune d'ailleurs, parce que les agrumes, on n'appelle pas ça des huiles essentielles, c'est des essences. Les agrumes, ils ne sont pas distillés, c'est une expression à froid à partir du zeste. Donc on parle d'essence. Donc soyez pas étonnés sur les flacons, des fois vous voyez essence de citron jaune. Communément, on parle d'huile essentielle de citron jaune, mais bon, voilà. Donc le citron jaune, je ne sais même pas si je l'ai là. Ouais. Pour ceux qui auraient envie de le sentir. Je vais en faire passer 2. Le citron jaune, elle a un intérêt, c'est qu'elle a aussi une action au niveau hépatique.
c'est un soutien hépatique. Donc l'intérêt en hiver, c'est quand même que quand vous prenez l'huile essentielle de citron jaune pour l'aspect stimulant, ça va aussi travailler sur le foie. Si vous soutenez le foie, je vous le fais passer. Si vous soutenez le foie, forcément, et que vous digérez mieux, forcément, vous êtes plus en forme. Ça va avec. Donc le citron, c'est aussi une très belle antiseptique aérienne, c'est-à-dire que vous pouvez diffuser du citron dans une pièce, c'est même utilisé en milieu hospitalier maintenant, donc vous pouvez diffuser l'essence de citron dans une pièce, ça assainit l'atmosphère. Alors après, ce qui est l'idéal, c'est de l'associer par exemple à de l'eucalyptus, qu'on verra après, et vous avez vraiment une action à la fois antiseptique, antivirale qui est intéressante. Excusez-moi. Oui. Quand il y a un bébé, à partir de quel âge aussi on peut diffuser? Alors ça dépend desquels en fait. Le citron, elle se diffuse relativement tôt. C'est une des rares qu'on peut diffuser tôt quand il y a des bébés. Parce qu'elle est très bien tolérée. Après, ça dépend si vous avez un diffuseur ou un brumisateur aussi. Un brumisateur, vous mettez beaucoup d'eau, un peu d'huile essentielle. Le diffuseur, vous mettez que de l'huile essentielle. Ça marche comment, le diffuseur? C'est avec d'une flamme, non? Non, pas du tout. On chauffe jamais... Excusez-moi. Excusez-moi, c'est un peu le cri du cœur, mais... On chauffe jamais une huile essentielle. N'achetez pas de brûleur d'huile essentielle, s'il vous plaît, ça me rend dingue quand je vois ça. Quand on chauffe une huile essentielle, se dégagent des composés organiques qui sont nocifs et vous dénaturez l'huile essentielle. Donc c'est une hérésie de chauffer une huile essentielle. Ça marche comment, la diffusion? C'est en fait, elles sont fractionnées en micro-gouttelettes c'est par un phénomène juste mécanique, physique. Et donc les micro-gouttelettes s'évaporent dans l'atmosphère. Et vous faites une diffusion à peu près 10 minutes, 3 à 4 fois dans la journée. Et la diffusion comme ça, sous forme de micro-gouttelettes, c'est 100% d'huile essentielle qui est diffusée. Dans un brumisateur, vous allez mettre beaucoup d'eau et un tout petit peu d'huile essentielle. Donc je dirais l'intérêt, ça humidifie l'atmosphère, mais par contre, vous n'assainissez pas la pièce du tout de la même manière. C'est plus la diffusion plaisir, le brumisateur. Mais par contre, on ne chauffe pas. Le brumisateur, c'est des ultrasons. Donc, dans aucun des systèmes, que ce soit diffusion ou brumisation, on ne chauffe pas l'huile essentielle. Quand on veut exceptionnellement l'utiliser en inhalation, même si ce n'est pas, à mon avis, le mode idéal d'utilisation, il ne faudra pas mettre l'huile essentielle sur de l'eau bouillante, parce que c'est la même chose, vous abîmez l'huile. Il faut qu'elle soit chaude, mais pas bouillante. Alors, donc, pour revenir à l'huile essentielle, donc à l'essence de citron, donc antiseptique et très antifatigue, et elle est intéressante en période de convalescence aussi, donc après un rhume, après une maladie, comme elle a ce côté détoxifiant et travaille sur le foie, quand on a été sous médication et qu'on est un peu engorgé par un certain nombre de molécules médicamenteuses, c'est intéressant après de faire une petite cure d'essence de citron aussi après. Dans tout ce qui est fatigue, coup de blues, c'est 1 à 2 gouttes, 2 à 3 fois par jour, mélangées à du miel ou de l'huile d'olive ou déposées sur un comprimé neutre. Donc l'essence de citron, elle est, le citron, je ne sais pas si vous l'avez senti quand ça passe, c'est un petit côté aussi qui est frais, c'est pétillant, c'est sympa. Rien que l'odeur, dès qu'on met une huile essentielle en bouche, on a un effet, ce qu'on appelle de rétro-olfaction, donc l'odeur, elle passe par les fosses nasales, donc on a aussi l'effet de l'olfaction par voie interne. Donc c'est intéressant, notamment en hiver, dans toutes les pathologies hivernales, de garder au maximum les huiles essentielles en bouche, quand on peut, enfin quand on arrive on s'y habitue petit à petit, mais ça a aussi un intérêt de ce point de vue-là. C'est une des rares qu'on peut utiliser très facilement chez les enfants. Là, je vous ai mis à partir de 6 ans, il y a même des auteurs qui le font à partir de 3 ans. Donc une goutte mélangée à un support, 1 à 2 fois par jour, et ça, on peut le faire sur 5-6 jours, 1 fois par mois ou 1 fois tous les 15 jours quand on sent que l'enfant est fatigué, par exemple. Si c'est trop puissant en bouche, parce que les enfants trouvent ça trop dur, on peut éventuellement du doigt déposer une trace sur la langue de l'enfant. C'est pas très compliqué. Vous pouvez même mettre pour vous, en fait. Dans ces cas-là, je vous montre comment on fait. Vous pouvez mettre votre goutte d'huile essentielle ici, comme ça, là, sur le doigt. Et puis après, du bout du doigt, le déposer sur la langue de l'enfant. Voilà. Et puis vous pouvez lécher après. Qu'est-ce que je... Voilà, donc ça c'était le citron. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'essence de citron ou pas. J'attire juste votre attention sur le fait que le citron jaune, c'est une essence qui est photosensibilisante. Donc en été, si vous l'intégrez, alors là c'est pas ce contexte-là, mais parfois vous la voyez dans des préparations cosmétiques.
Pas d'exposition au soleil dans les 8 heures qui suivent l'application. Ça veut dire qu'on l'utilise que le soir, en gros. Et puis elle est également fluidifiante sanguine à forte dose. Donc quand il y a des traitements anticoagulants, on évite le citron. L'huile essentielle suivante, c'est l'eucalyptus radié. Alors les eucalyptus, il y en a 3 principalement qu'on trouve sur le marché, enfin le plus couramment. C'est le radié, le globuleux et le citronné. Alors déjà, l'eucalyptus citronné, c'est un anti-inflammatoire. C'est pas du tout une huile essentielle à visée anti-infectieuse. Donc il ne faut pas se tromper quand on veut acheter son eucalyptus. L'eucalyptus radié, l'eucalyptus globuleux. L'eucalyptus radié, c'est l'eucalyptus des voies respiratoires hautes, le globuleux des voies respiratoires basses. Donc dans tout ce qui est prévention, on ne va pas du tout utiliser l'eucalyptus globuleux, c'est l'eucalyptus radié ou eucalyptus radiata. En plus, celui-là, on peut le diffuser, l'autre, il faut vraiment éviter de le diffuser. Donc l'eucalyptus radié, je pense que là, vous allez le reconnaître très facilement au niveau de l'odeur. C'est un très très grand antiviral et immunostimulant. Oups. Je vous le fais passer. L'eucalyptus radié contient une molécule qui s'appelle le cinéole et qui est très mucolytique, très expectorante, qui est une décongestionnante nasale. Et donc on l'utilise beaucoup dans les... vous allez voir que les huiles essentielles que je vous présente aujourd'hui, il y en a certaines dont on reparlera la fois prochaine. Là on la voit pour son versant immunostimulant, mais c'est évident que c'est difficile en aroma. On peut pas, comme je vous le dis, on ne peut pas dissocier le fait de stimuler l'immunité de l'action antivirale, hein, ça va ensemble en fait. Donc c'est une des huiles essentielles les plus courantes pour tout ce qui est baisse immunitaire, fatigue. Donc vous allez l'utiliser très facilement, hein, c'est 3 à 4 gouttes qui sont diluées dans une noisette d'huile végétale. Et donc tout simplement dans le creux de la main, hein, vous mettez votre huile végétale, que ce soit de l'huile de jojoba, d'amande douce, d'abricot. Vous faites tomber ensuite vos 3 gouttes d'eucalyptus radié et vous vous badigeonnez le cou, le thorax, voilà, tout simplement. Hein. Et ça, vous pouvez le faire si autour de vous, vous avez des gens qui sont malades, qui ont la grippe ou qui sont enrhumés, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire ça. Après, vous le faites aussi un peu au feeling. Là, moi, je vous ai mis ça 2 à 3 fois par jour pendant 4-5 jours. Maintenant, ça peut être une fois tous les matins, 4-5 jours d'affilée, avant de partir au boulot, avant de prendre les transports en commun, tout simplement. Il y a des flacons qu'on peut avoir dans son sac comme ça dans le métro, c'est très pratique. Si on veut prévenir pendant tout l'hiver, on ne peut pas faire ça tous les matins? Alors à ce moment-là, vous faites des pauses, c'est-à-dire que vous allez le faire 5 jours, une semaine sur 2 par exemple. Ou bien vous faites 8 à 10 jours, puis une pause 8 à 10 jours. Après, ça c'est vous qui le sentez. Par contre, il ne faut pas le faire tous les jours, tout l'hiver. Et ce qui est bien, c'est d'alterner. Là, on vous le fait avec l'eucalyptus radié et vous pouvez le faire après avec le ravinzara par exemple. Vous voyez, vous alternez. Ce qu'il faut, c'est faire des pauses, de toute façon. Alors sous la voûte plantaire, vous pouvez le mettre aussi, parce qu'en fait les zones où il y a un passage très rapide des huiles essentielles, c'est là où la peau est très fine, en fait, c'est les poignets, sous la voûte plantaire, à l'intérieur des cuisses, derrière les genoux, au pli du coude, toutes ces zones-là, quand vous mettez une huile essentielle ici, en 5-10 minutes, elle est dans la circulation générale. Et sous la voûte plantaire, c'est pareil. Donc c'est intéressant quand on n'a pas envie non plus de se prendre tout le temps des effluves, on le met sous la voûte plantaire, c'est facile, voilà, on se rechausse derrière et ça ne sent pas forcément non plus trop pour l'entourage. C'est aussi... après, c'est un choix. Hein, et c'est vrai... Pardon ? Si on fait sous la voûte plantaire, il faut faire au niveau de la zone qui est en relation avec les poumons ou... Non, parce que la zone des poumons, elle est un peu plus haute. Ouais, donc vous allez le faire quand même, c'est plutôt la zone digestive. Ouais. Par contre, vous pouvez en mettre ici, sous le creux des clavicules, là où vous avez un point du poumon aussi. Ouais. Donc cou, thorax, haut du dos, voûte plantaire. Alors l'huile essentielle d'eucalyptus radié, toutes ces huiles essentielles qui contiennent cette fameuse molécule, là, le cinéole, elles sont utilisées avec très grande prudence, voire même pour certaines à ne pas utiliser chez les asthmatiques. En tout cas, les asthmatiques, il ne faudra absolument pas de diffusion. Je vous dirais, s'il y a des personnes qui sont concernées par ce sujet-là, à la fin, je peux vous dire quelques mots là-dessus. Chez les asthmatiques, on se rabat plutôt vers les huiles essentielles de conifères, de pin. On évite les huiles essentielles comme l'eucalyptus, le ravinzara, le sarrau, qui sont
très chargée justement en cinéole et qui est une molécule qui assèche beaucoup les voies respiratoires et qui est irritante pour les asthmatiques. Les eucalyptus, on les plantait dans les zones marécageuses donc, pour assécher. Hein, donc, nous, quelque part, ça assèche aussi nos voies respiratoires. Le thym à linalol. Alors là, je vous ai présenté 2 thym. Thym à linalol et thym à tujanol. Est-ce que vous connaissez un peu les huiles essentielles de thym ou pas trop? Comment? Il y en a même un 4e. Il y a le thym à géraniol aussi. Oui. Et alors ça, c'est pour le thym vulgaire, parce qu'en fait, les thym, il en existe plusieurs. Par exemple, le serpolet, là, ça, enfin, on appelle ça communément du serpolet, mais c'est du thym. C'est une variété de thym. Oui, c'est Thymus serpyllum, en fait, c'est du thym. Ouais. Donc le thym à linalol, c'est le thym vulgaire, ce qu'on appelle le thym vulgaire, donc le thym commun, courant. Selon l'altitude à laquelle il pousse, il ne va pas donner la même huile essentielle quand on va le distiller. C'est entre guillemets un des mystères de l'aromathérapie, mais vous avez quelques plantes comme ça, les romarins, les thym, notamment thym et romarin, c'est vraiment 2 plantes emblématiques pour bien illustrer cette notion qu'on appelle de chémotype. Je n'ai pas beaucoup de temps pour parler de ça là, mais en 2 mots, le chémotype, ça veut dire chémotype. Hein. Quand je vous mets Thymus vulgaris, c'était l'inalol. L'inalol, c'est la molécule qui va indiquer l'orientation thérapeutique majeure de l'huile essentielle. Et donc ce chémotype, on l'utilise pour différencier les huiles essentielles d'une même plante. Le romarin, vous avez cette configuration-là aussi, le romarin, Rosmarinus officinalis, quand il pousse en Corse, au Maroc ou dans le sud de la France, pourtant c'est le même romarin, mais il ne donne pas la même huile essentielle. Et on le différenciera par son nom de molécule. Donc là, en l'occurrence, le thym, il y a du thym à linalol et du thym à tujanol. Ils sont assez proches et par contre ils sont très différents du thym à thymol. Et ça c'est vraiment une confusion à ne pas faire parce que très souvent dans les rayons, soit ils sont tous les 2 côte à côte, soit il n'y a que du thym à thymol. Alors le thym à thymol, le thymol c'est une molécule qui est puissamment anti-infectieuse mais qui est aussi dermocaustique et hépatotoxique. Donc quand on prend du thym à thymol, il faut soutenir le foie en même temps. Enfin, il y a des protocoles très précis. Je dirais le thym à thymol c'est l'antibio de l'aroma, donc on ne commence pas par ça. D'accord? On commence soit par du thym à linalol, soit par du thym à tujanol. Donc vraiment, quand vous achetez du thym, regardez bien ce qu'il y a sur votre flacon. Il ne faut pas se tromper, parce que le thym à thymol, vous en mettez une goutte dans la bouche, vous allez hurler. Le thym à linalol, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème. C'est une molécule qui est beaucoup plus douce. Le thym à linalol, c'est ce qu'on appelle le thym pédiatrique, puisqu'on l'utilise même en pédiatrie, chez les petits. On peut faire des suppos avec du thym à linalol. Le thym à thymol, c'est contre-indiqué chez l'enfant. Donc le thym à linalol, c'est une anti-infectieuse très puissante et en même temps très douce, donc relativement facile à manipuler. Une belle stimulante immunitaire, vous voyez, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas à part les précautions d'emploi déconseillées chez l'enfant de moins de 3 ans, et en dessous de 3 ans encore, on le trouve dans certaines formulations de suppos. Donc c'est vraiment un thym qui est facile à manipuler. Dans les infections ORL en préventif, ça peut être le même principe que pour l'eucalyptus radié, 2 gouttes dans une huile végétale en massage du cou ou bien sous la voûte plantaire. Il n'y a pas de problème. Après, vous choisissez, ça vous permet d'alterner en fait quand vous avez plusieurs thym. Il est très facile à mettre en bouche celui-là, franchement. Quand il y a des maux de gorge, c'est l'idéal. Le thym à tujanol, c'est une autre variété de thym. Il a un intérêt, c'est que c'est un régénérant hépatique, donc il soutient le foie. Donc il permet en hiver aussi d'agir sur la fonction hépatique, donc sur la digestion d'une certaine manière. Donc vous avez à la fois ce côté soutien digestif et anti-infectieux et stimulant immunitaire. Il est très intéressant, le thym à tujanol, enfin les 2 thym, quand il y a des coups de fatigue, qu'on manque d'énergie et qu'on veut prendre quelque chose par voie orale et qu'on a en même temps peut-être un début de mal de gorge. Voilà. Donc ces 2 thym, ils sont très intéressants pour ça. Comme je vous l'ai dit, voilà, on ne les confond pas avec le thym à thymol. Voilà. Les huiles essentielles après de la fatigue nerveuse. Alors là, on va parler des huiles essentielles de la fatigue nerveuse et de la fatigue physique. Je vous les ai classifiées comme ça, mais c'est bien évident que ce ne sont pas juste des huiles anti-fatigue, puisque la première, c'est le Ravinzara. Je ne sais pas si vous connaissez le Ravinzara ou pas. Ouais. Il y en a qui veulent le sentir quand même ou... Si j'en ai. Oui, il y en a là.
Et vous allez retrouver des notes un peu comme dans l'eucalyptus radié, parce que dans le Ravinzara, il y a cette fameuse molécule là, du cinéole. Comment? Oui. Moi j'aime bien aussi. Oui, on s'y habitue vite. C'est une plante qui vient de Madagascar, le Ravinzara, et elle a, je dirais, sa cousine, c'est le sarro, pour ceux qui connaissent un petit peu. Là, Myriam a fait rentrer des huiles essentielles de chez Astéral, c'est un laboratoire qui produit beaucoup d'huiles essentielles de Madagascar, avec une très belle éthique au niveau de la production, donc il n'y a pas de pillage au niveau botanique. Hein. Et donc Ravinzara et sarro, là chez Astéral, ils ont voilà, deux huiles qui sont très belles. Donc le Ravinzara, c'est une grande antivirale, immunostimulante. Pareil, dès qu'il y a des rhumes, des grippes, que ça tourne là autour et que vous ne voulez pas l'attraper, que vous voulez vous défendre de ça, c'est la même chose, vous en mettez. Alors là, l'idéal, c'est, je dirais, il y a plein de formules, donc ça c'est vous qui. On peut en mettre 1 à 2 gouttes sur la face interne des poignets ou sous la voûte plantaire, matin et soir. Là, à respirer si vous sentez que ça risque d'être pris là. Si c'est par contre dans un contexte de fatigue nerveuse, puisque là je vous l'ai classé là, à ce moment-là c'est plutôt, c'est souvent sous la voûte plantaire. Bon, maintenant vous pouvez, si vous le mettez sur les poignets, ça agira. Même effet si je sais faire diffuseur. Alors au niveau de l'immunité, non. Non, au niveau de l'immunité, non. Ben non, ça va assainir l'atmosphère, mais ça ne renforcera pas votre immunité comme si vous l'appliquez vraiment sur la peau. Quoi. Faire les deux, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a la grippe à la maison, faire sur soi et aussi pour oui, et vous pouvez diffuser. On va voir, je vous ai proposé des mélanges après, diffusés. Ouais. Donc le Ravinzara, c'est vraiment aussi l'huile essentielle de la fatigue nerveuse et du coup de pompe, c'est-à-dire c'est le soir, on est fatigué, on a la tête chargée parce qu'on a eu une journée fatiguée, que ça a carburé beaucoup. On n'arrive pas à s'endormir parce qu'on sent qu'il y a une espèce aussi d'excitation. On est fatigué, mais vous voyez cette fatigue où on est excité, quoi. Et le Ravinzara, ça permet vraiment de faire tomber cette espèce d'excitation. C'est une huile essentielle du sommeil aussi, hein, le Ravinzara. Très curieusement, on ne sait pas exactement pourquoi, mais le matin, elle apporte de l'énergie et le soir, elle calme et elle facilite l'endormissement. Donc le matin, on réveille, si vous voulez, effectivement, vous savez que la journée va être nerveusement fatigante, vous pouvez très bien mettre quelques gouttes sous la voûte plantaire. Même le plus simple, hein, c'est que vous en mettez sur le dessus du pied et avec la voûte de l'autre pied, vous frottez comme ça et vous faites ça, hein, tout simplement, ça prend 2 minutes. Hein. Si vous ne voulez pas avoir... Pardon ? Excusez-moi, on peut le mettre sur un mouchoir? Vous pouvez le mettre sur un mouchoir, bien sûr, oui. Vous pouvez le mettre sur un mouchoir et vous gardez le mouchoir dans la poche et dans la journée, vous le sortez, il n'y a pas de problème. L'eucalyptus aussi, on peut le mettre sur l'eucalyptus, vous pouvez faire la même chose. Alors, thé d'oreiller, attention, parce que quand vous dormez, c'est très proche, la thé d'oreiller. Donc, c'est, je dirais, le coin du matelas ou sur la table de nuit sur un coton, quoi. Le Ravinzara, au passage, c'est l'huile essentielle des boutons de fièvre aussi. Donc, les boutons de fièvre, quand l'immunité est complètement à plat, qu'on est fatigué, puis on sent que ça picote, ça va sortir. Il faut le mettre avant que ça sorte, avant même que ça se voit, je dirais. Vous sentez les picotements, vous l'appliquez pur sur le bouton 4 à 6 fois par jour, dès le départ. Ça marche extrêmement bien. C'est vraiment une belle huile antivirale, enfin anti-herpès. Hein. La deuxième huile essentielle de la fatigue nerveuse, c'est la marjolaine à coquille. Je ne sais pas si vous la connaissez, la marjolaine à coquille. Oui. C'est un origan, en fait, la marjolaine à coquille. C'est une tonifiante du système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est le système nerveux de la mise au repos. Vous savez, on a le système nerveux central et le système nerveux autonome, c'est celui qui fait fonctionner tous les organes de manière autonome sans qu'on ait à s'en occuper. Et donc vous avez le système orthosympathique et le parasympathique. Le parasympathique, c'est celui qui vraiment ralentit le rythme, fait baisser le rythme cardiaque, vous voyez, diminue, mais dans un état vraiment de mise au repos. Et d'ailleurs, c'est une huile essentielle qui est déconseillée chez les personnes qui ont des hypotensions importantes parce qu'elle fait vraiment baisser la tension. Donc c'est une belle rééquilibrante nerveuse avec cette action sur tout le système nerveux végétatif. C'est pour ça qu'elle est indiquée dans ce qu'on appelle les dystonies neurovégétatives. Donc dans les fatigues profondes nerveuses, dans les fatigues générales et dans les problèmes d'insomnie. Donc elle aide à dormir aussi. Donc là, je vous ai indiqué quand il y a un manque de tonus au réveil, ça va être plutôt 2 gouttes sur les surrénales. À ce moment-là, elle peut s'appliquer là, hein, ici.
Et quand il y a une insomnie ou une baisse de morale, vous la mettez sur plutôt le plexus solaire, les poignets. Ça peut être le long du dos au niveau des zones paravertébrales si vous avez quelqu'un qui peut vous masser. C'est encore mieux. C'est l'huile essentielle des ados qui n'ont pas trop le moral aussi, hein, la marjolaine à coquille. Si parmi vous, il y en a qui ont des ados comme ça. C'est une huile essentielle vraiment anti-coup de blues pour les jeunes, pour les enfants même. À partir de 6 ans, elle s'utilise en fait très bien. Donc on l'utilise pas forcément vraiment dans la prévention, même si c'est une anti-infectieuse, c'est pas celle qu'on utilisera vraiment dans la prévention des infections. La prévention, on va être sur Eucalyptus radii, Ravinzara. Là, on est plutôt sur vraiment l'état de fatigue générale, la baisse de morale et des difficultés à dormir. Les huiles essentielles de la fatigue physique. Là, on passe sur des conifères. Alors, la particularité de ces 2 huiles essentielles-là, c'est qu'elles ont des propriétés cortisone-like. Donc, ce qu'on appelle cortisone-like, c'est qu'elles agissent justement sur les corticosurrénales en favorisant la sécrétion de ce fameux cortisol. Donc, ce cortisol qui a une action anti-inflammatoire, qui a à la fois une action excitante. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous prenez de la cortisone, je ne sais pas si vous en avez déjà appris, quand on donne de la cortisone aux enfants, en général, ils sont complètement speed. Hein. Et le cortisol, il a cet effet-là de manière beaucoup plus naturelle, physiologique, et c'est normal. Hein. Donc, c'est pas de la cortisone, mais ça a le même. C'est pour ça qu'on appelle cortisone-like. Donc, quand on l'applique le matin sur les surrénales, ici, quelques gouttes tous les matins, 4 à 5 jours d'affilée, ça peut même être sur 8 à 10 jours. Vous verrez très vite qu'il y a une amélioration notable, même des fois en l'espace d'un quart d'heure, on sent l'énergie qui remonte. Hein. Ça, on travaille sur les corticosurrénales, donc forcément sur toute la zone du rein. Le rein, c'est une zone qui est souvent fatiguée, où le rein est souvent fatigué, donc ça redonne de l'énergie dans toute cette zone-là. Donc toutes les fatigues, asthénie profonde, épuisement, découragement. L'intérêt de ces huiles essentielles de conifères, c'est qu'elles ont aussi quand même des propriétés anti-infectieuses et antiseptiques. Alors, ce n'est pas aussi marqué que celles dont on vient de parler, mais malgré tout, au niveau diffusion dans l'atmosphère, elles ont quand même des actions antiseptiques. Donc, intéressant forcément en hiver. Je vois qu'il y a une action sur la prostate aussi. C'est utilisé dans certains états inflammatoires, dans les prostatites. À ce moment-là, c'est intégré dans des synergies en massage du bas-ventre. Ouais. Donc, alors je crois que l'épinette, j'en ai là. L'épinette, elle est intéressante quand il y a aussi de l'anxiété avec une oppression respiratoire. Hein, comme tous les conifères, dès qu'on respire, ça détend tout de suite. Donc quand la fatigue se double d'un peu d'anxiété, il ne faut pas hésiter. Même si vous la mettez sur les corticosurrénales, vous pouvez éventuellement mettre aussi une goutte là et venir le respirer comme ça. C'est laquelle, ça, c'est l'épinette noire. Oui. Et je vais vous faire passer tout de suite le pain. Comme ça, vous allez voir la différence. Voilà, là, on est sur le pain, là. C'est un peu plus fort, plus puissant comme odeur. Comment ? C'est le pain sylvestre. C'est le pain sylvestre. Oui, parce que des pains, il en existe beaucoup. Hein. C'est le pain sylvestre. Pareil, donc on est vraiment sur les mêmes, je dirais les mêmes indications, les mêmes propriétés. Juste la particularité du pain sylvestre, c'est qu'il est un peu hypertensif. C'est-à-dire que les personnes qui ont vraiment de l'hypertension, il vaut mieux prendre de l'épinette noire que du pain sylvestre. Ouais, ça booste, ça peut vraiment faire monter la tension artérielle. Donc, alors je dis pas, si une fois en passant comme ça, c'est pas dramatique, mais quand on veut faire des cures de 8 à 10 jours, sur un contexte d'hypertension, et en tout cas d'hypertension qui n'est pas stabilisée, il vaut mieux prendre de l'épinette. Est-ce qu'on peut prendre les deux à la fois Tout à fait, ouais, on va voir après qu'on peut faire des mélanges, oui. Non, il n'y a pas de souci. Ouais.
Le pain sylvestre, il peut être associé aussi à du Ravinzara. Hein. On peut faire un mélange pain sylvestre Ravinzara pour stimuler les défenses. Quand vous dites Arthrose, L'application reste la même, non? c'est parce qu'en fait, ça a un effet chauffant, antalgique. Donc vous le diluez dans une huile végétale et c'est à appliquer sur l'articulation douloureuse. Mais en général, on ne commence pas par le pain sylvestre, c'est-à-dire que c'est utilisé dans ce contexte-là. Ah ouais, bah que ce soit l'épinette ou le pain, parce que le pain sylvestre, on le trouve aussi dans ce contexte-là. Les gens qui sont vraiment, enfin, je pense à ma maman, Ouais. qui a pris d'arthrose, etc. C'est un truc. Oui, mais alors vous n'allez pas mettre que ça. Il faut en mettre d'autres. Il faut mettre de la gaultéride, l'eucalyptus citronné, du 4. Il faut faire un mélange avec 4-5 huiles essentielles, dont celle-là. Il faudra prendre des huiles essentielles qui est déjà aussi une action purement anti-inflammatoire, et celle-là qui est plus antalgique, on va dire. Voyez. Après, entre ne rien mettre et mettre celle-là, ça vaut peut-être le coup d'essayer celle-là, mais je pense que ça ne suffira pas forcément. Et il faut bien la diluer de toute façon à ce moment-là. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Oui. Comment ça agit quand on respire? Juste que quand on passe, comme vous dites, faire un poignet, je comprends comment ça peut rentrer dans le corps, mais quand on respire. Au niveau des poumons, vous avez des échanges, il y a les échanges sang-air, donc ça agit comme ça, puis ça agit aussi par la voie olfactive, déjà directement sur tout ce qui est virus qui va traîner au niveau respiratoire, ça agit surtout localement au niveau des muqueuses en fait. Si vous voulez une action plus générale, il faut le mettre effectivement sur la voie, il faut le mettre par voie cutanée pour qu'il y ait une pénétration vraiment sanguine, quoi. Même sous la voûte plantaire, vous avez une action au niveau pulmonaire. Hein. Voilà, un petit détail qui peut avoir de l'importance sur l'épinette noire et le pain sylvestre. Comme ça agit au niveau hormonal. Sur l'axe ce qu'on appelle cortico-surrénalien, ça va agir en fait sur un axe aussi hypothalamo-hypophysaire, donc au niveau des glandes qui régulent l'ensemble de ce qui est hormonal. Du coup, quand il y a un contexte de cancer hormonodépendant important ou d'antécédents de cancer hormonodépendant, il y a des praticiens qui maintenant recommandent quand même une certaine prudence sur l'utilisation au long cours de ces deux huiles essentielles-là. En fait, c'est des données qui viennent de sortir, donc moi je vous les ai mises. Il y a encore un mois ou deux, on les utilisait quand même dans ce contexte-là. Donc voilà, je vous le dis. Après, on ne maîtrise pas tout en aroma, hein. Il n'y a pas d'études cliniques comme en médecine classique. Donc c'est toujours lié à des usages traditionnels. Donc parfois, il y a quand même des choses qui évoluent. Donc je vous le dis quand même. Voilà. Au niveau des protocoles que je vous ai proposés, donc il y a un protocole que vous pouvez faire par voie orale, qui est un mélange citron jaune et thym à linalol. Donc soit vous les utilisez, vous avez bien compris, séparément les unes des autres, surtout si vous démarrez et que vous n'avez pas trop l'habitude. Et par contre, si vous avez envie de faire des mélanges, ben c'est aussi possible. Donc là, le mélange citron jaune et thym à linalol, 6 ml de l'un, 4 ml de l'autre. Donc il faut prendre des petits flacons de 10 ml en verre brun. Ça, Myriam en a, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça. En fait, c'est comme ces flacons-là, hein, sauf qu'ils sont vides. Et vous allez mettre 4 ml. En gros, vous mettez un tiers de thym à linalol, 2 tiers d'essence de citron. Et de ce mélange-là, vous prenez 2 gouttes, 2 à 3 fois par jour, pendant 6 à 7 jours. Vous arrêtez une semaine et vous renouvelez 2 ou 3 fois dans l'hiver. Chez les enfants, à partir de 12 ans, une goutte 3 fois par jour, et à partir de 6 ans, une goutte 2 fois par jour. Donc c'est aussi des protocoles qu'on peut faire chez les enfants, tout en sachant que les huiles essentielles en bouche, les enfants, ils n'aiment pas forcément beaucoup ça. Donc il faut y aller doucement, parce que si on les dégoûte, après, ils n'ont pas envie d'y revenir, et c'est vraiment dommage, quoi. Pardon. Donc vous avez la possibilité du coup, si vous ne voulez pas utiliser la synergie par voie orale, de prendre une synergie par voie cutanée. Là je vous ai vraiment la synergie enfant, hein. À partir de 3 ans, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. À moins qu'il y ait un problème majeur d'asthme ou d'épilepsie, hein, évidemment. Mais dans un contexte normal, vous faites votre mélange dans un flacon de 15 ml, vous mettez 22 gouttes de thym à linalol, 18 gouttes de Ravinzara. Vous mettez ça dans votre fond de flacon et vous complétez. QSP, ça veut dire quantité suffisante pour. Donc juste vous rajoutez, il n'y a même pas besoin de mesurer, hein, vous mettez vos gouttes au fond du flacon, vous rajoutez votre huile végétale, vous fermez, vous agitez, votre mélange il est fait. Donc honnêtement, c'est pas difficile à faire. Et là, vous massez la voûte plantaire, quelques gouttes tous les matins,
pendant quelques jours, tous les mois par exemple. Vous pouvez faire ça. Chez les petits, il n'y a pas de problème. Ou en période d'épidémie de rhume à l'école, du lundi au vendredi, là, tous les matins avant de partir à l'école, vous mettez un petit coup là sous la voûte plantaire. Il n'y a pas de problème. La synergie recharge physique et nerveuse. Alors, je vous en ai proposé 2. Une plutôt ado, jeune adulte. Sachant que les ados, souvent, ils ont aussi des périodes de coups de pompe quand ils sont en période de croissance. Donc, chez l'ado, on va mettre du thym à linalol, de l'épinette noire. Alors là, j'ai mis du laurier noble, mais ça peut être aussi de la marjolaine à coquille. Pour 2 raisons. Je vous explique. Le laurier noble, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi une belle huile essentielle de l'hiver. Au niveau olfactif, elle agit beaucoup sur la confiance en soi. Donc, chez les ados qui sont un peu en perte de confiance, qui ont du mal avec, de ce point de vue-là, le laurier noble est très intéressant. Après, ça reste en plus une anti-infectieuse. Si c'est plutôt le coup de blues et le gros coup de fatigue, vous mettrez la marjolaine à coquille plutôt que du laurier. Il faut savoir qu'un millilitre, à peu près en moyenne, c'est 30 gouttes. Quand vous voulez remplir vos flacons, là, je vous ai pas mis la correspondance, mais donc 2 millilitres, ça vous fait 60 gouttes. Donc c'est toujours pareil, vous déposez vos gouttes au fond. 1 millilitre, c'est 30 gouttes en moyenne, selon les labos. On est sur du 1 millilitre égale 30 gouttes. De toute façon, c'est une application cutanée, donc je veux dire, c'est pas à 3 gouttes près non plus. Il y a des huiles essentielles où la marge thérapeutique est faible et on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Celle-là, quand c'est en plus en application cutanée, c'est pas à 1 goutte près, donc vous affolez pas quand vous remplissez votre flacon. S'il y en a quelques gouttes de plus, c'est pas grave, quoi. Donc voilà, pareil, vous faites ce petit mélange et vous l'appliquez sur les poignets ou la voûte plantaire tous les matins, 8 à 10 jours par mois, plus ponctuellement s'il y a besoin. Après, la synergie vraiment anti-fatigue adulte, c'est la suivante. Épinette noire, pin sylvestre et ravinzara. Donc vous voyez que là, on en a 2 pour la fatigue physique et puis le ravinzara pour la fatigue nerveuse. On peut mettre aussi de la marjolaine à coquille et mettre les 4 en même temps. À ce moment-là, on met à peu près à part égale. Mais déjà là, vous agissez à la fois sur l'état potentiel le potentiel état inflammatoire qui peut être lié à des infections, l'état de fatigue physique, l'état de fatigue nerveuse, je dirais les virus, tout y est, quoi. Excusez-moi, j'ai pas compris. Il faut mettre les 3 dans le noyau d'abricot. C'est ça, vous allez mettre là dans un flacon de 30 ml, il faut prendre un flacon un peu plus grand. Vous mettez vos 6 ml d'épinette d'abord. Et pourquoi il y a écrit synergie à 50 alors ? Pardon ? Synergie à 50%, pardon. 6 et 6, 12 et 3, 15 millilitres, ça vous fait la moitié de votre flacon. Ah, d'accord. C'est ça. Et c'est pour ça que je vous ai mis un peu plus bas. Si les tolérances cutanées sont pas très bonnes, vous faites des mélanges à 10%. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en proportion, vous voyez, ça vous fera 3 millilitres d'huile essentielle pour 30 millilitres final. Il y a un peu de gymnastique à faire, après on prend le coup. Non, mais c'est très bien que vous posiez la question, parce que... Et après, je vous ai proposé des petits mélanges à faire en diffusion pour ceux qui auront envie de faire des diffusions. Donc citron jaune, ravinzara, eucalyptus radié. J'ai fait en sorte que vous puissiez les mettre à peu près à part égale pour que ce soit pas trop compliqué. Donc souvent, ça va être 15 à 20 gouttes de chaque. Dans un diffuseur, en tout cas, on met souvent une 60aine de gouttes. Donc 15 à 20 gouttes de chaque à peu près, quoi. Ou bien citron jaune, sarro, eucalyptus radié. Citron jaune, eucalyptus radié, marjolaine à coquille. Citron jaune ou orange. Et alors la dernière, oui, je vous l'ai mise parce que les mélanges conifères agrumes, c'est vraiment agréable. Alors effectivement, si on veut un effet vraiment antiseptique, on met du citron jaune. Si on a envie de se faire un peu plus plaisir, on peut mettre de l'orange douce, qui a un effet aussi relaxant. Et orange douce et sapin de Sibérie, bon, on n'est pas encore à Noël, mais c'est des odeurs, c'est des fragrances de saison, quoi. L'huile essentielle de sapin de Sibérie, vous pouvez en mettre quelques gouttes sur votre sapin tous les jours chez vous, quand vous avez votre sapin. Oui, ça marche très très bien. D'abord, vous aurez l'impression que votre sapin, c'est un antiseptique atmosphérique, et puis ça dégage les voies respiratoires. Donc vous avez l'impression que votre sapin sent vraiment le sapin, et ça a un effet assainissant pour l'atmosphère en plus. Il n'y a aucune... Imaginons qu'on suive tout. Oui. Donc on fait une synergie orale, fatigue, immunité. Puis on se dit, tiens, mais on est aussi un petit peu nerveux. Hein. Donc on fait la synergie, recharge physique et nerveuse immunostimulante. Ça fait trop? Non, vous ne faites pas tout en même temps. Il faut alterner. Ouais. Avec la semaine de pause. Exactement.
Et après, les prises... Comment? Excusez-moi, je vous coupe. Non, non, non. L'odeur, vous pouvez- par contre, à diffuser, ça peut être de toute façon... Oui, diffuser, vous pouvez le faire de toute façon. Après, il ne faut pas... si vous mettez, vous, tous les jours sur vous des huiles essentielles, vous aurez... Enfin, je ne pense pas que vous aurez envie de diffuser. Je vous dis pas peut-être de l'orange et du sapin le week-end une fois parce que c'est sympa, mais la diffusion 3 fois par jour, quand on s'en met aussi sur soi, moi je trouve que c'est pas tellement justifié, quoi. Ou alors s'il y a quelqu'un qui est vraiment malade dans la maison, bah, vous faites une diffusion effectivement un peu plus poussée, quoi. Vous en faites un peu plus, mais ça fait un peu trop. Je trouve que quand on a déjà 3 prises par jour et puis 1 ou 2 applications cutanées, c'est déjà pas mal. Parfois, hein, quand on est, là, on n'est pas sur du curatif, donc parfois juste l'application le matin, une fois dans la journée, donc d'une synergie. Je suis désolée, j'ai vraiment la gorge prise. Du citron et du passe. J'ai parfois juste une le matin, une le soir, ça suffit. Moi, je vous ai mis le maximum là, mais ça sert à rien de faire plus. Si une, ça vous suffit. Hein. Après, il faut faire. Comment? Commencer doucement. C'est même pas alors quand on n'a pas l'habitude, c'est commencer doucement, c'est sûr, mais en plus même quand on a l'habitude, parfois juste une prise dans la journée, ça suffit. Et ce qui est important, c'est vraiment de bien au niveau de votre ressenti corporel, de vous dire est-ce que je suis vraiment fatiguée, est-ce que j'ai besoin d'en reprendre encore un peu, quoi. Si ça suffit, parfois on en prend 4-5 jours et après on oublie. Et quand on oublie, ben, parfois c'est qu'on n'a plus besoin. Donc moi je mets exactement. C'est des protocoles type, mais si au bout de 3 jours ça va, c'est pas la peine de continuer, quoi. Parce que mine de rien, des molécules aromatiques, ça a beau être naturel, il faut quand même que l'organisme les métabolise et les élimine. Hein, donc c'est mieux que de la chimie de synthèse, enfin c'est mieux, ça dépend des contextes, mais il faut quand même les métaboliser. Donc c'est pas la peine de surcharger s'il n'y a pas vraiment besoin. En fait, moi jusqu'à présent, pour tout ce qui est rhume, un peu grippe, je faisais en prévention en diffusion. Oui. Et c'est vrai que je ne m'occupais pas trop de l'immunité et de la fatigue. Mais est-ce que donc, faire plus diffusion pour assainir et puis pour prévention, et puis plus cutané pour... Ça dépend aussi de votre état de fatigue physique à vous, quoi. Est-ce que vous êtes vraiment fatigué? Est-ce que vous en avez vraiment besoin ou pas? Est-ce que l'hiver dernier, vous êtes chopé 4-5 rhumes d'affilée? Non, rien du tout. J'ai diffusé, j'ai fait que des diffusions. Et ben, ça a peut-être suffi. Hein. La diffusion, elle ne va pas agir très directement sur votre système immunitaire, mais néanmoins, elle assigne l'atmosphère et puis l'effet olfactif joue quand même. Donc, il joue sur l'état psychique, sur l'état émotionnel. Donc, forcément, selon l'état dans lequel on est, ça a une influence sur le système immunitaire. Hein. On sait que les cellules immunitaires, pour certaines d'entre elles, elles ont des récepteurs à l'adrénaline. Donc, un coup de stress, un coup d'adrénaline, et l'immunité, elle en prend un coup. Donc, ça dépend aussi de ce que vous vivez, de votre état à vous personnel. Mais parfois, si la diffusion suffit, ben, restez sur la diffusion. Hein. Moi, je vous donne le panel le plus large, mais après, l'intérêt de l'aroma, c'est d'adapter à chacun, quoi. Sur ce genre de choses, il y a une fatigue en fait, de changement de temps, d'heure, de ce genre de choses, où c'est pas récurrent, c'est vraiment ponctuel. Ça tendrait plus vers une fatigue nerveuse, où il faudra vraiment faire des recherches sur pourquoi. Bah, ça dépend, est-ce que vous êtes vraiment fatigué en fin de journée? Est-ce que vous êtes fatigué au lever déjà? Franchement, sur une semaine, c'était 3 jours non-stop, toute la journée. Essayez l'épinette alors. Partez plutôt sur de la recharge physique. Après, ça dépend du contexte, de ce que vous vivez. Mais si c'est vraiment le temps, le changement de saison, partez plutôt sur l'épinette. Ouais. Enfin, épinette ou pain sylvestre. Après, fiez-vous à votre nez aussi. Vous sentez au niveau des testeurs, c'est pareil, hein, ça aussi, hein, qu'est-ce que vous aimez, hein, parce que ne vous infligez pas une huile essentielle que vous détestez. Hein. Ça n'a aucun sens, quoi. Donc, sentez celle qui vous plaît. Est-ce que c'est plus l'épinette? Est-ce que c'est plus le pain? Tu parlais de la vitamine D tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres moyens chimiques, enfin non chimiques justement, pour... Oui, il existe plein de vitamines D naturelles. Ça, je suis sûre que Myriam en a. Ça, faudrait Ouais. Oui. Okay. Et pareil pour les probiotiques, à qui,
Myriam en a aussi des probiotiques. Après, ce qu'il faut, voilà, c'est bien cibler. Est-ce qu'il y a un terrain allergique ou pas de terrain allergique? Vous voyez déjà. Après, souvent, maintenant, les probiotiques, ils sont formulés avec un panel, avec des souches assez larges. Ça dépend quand même de. Non, c'est pas hyper spécifique. De rien. Il peut y avoir des interactions avec des comprimés, des médicaments qu'on prend au quotidien Le citron avec les anticoagulants, ça c'est vraiment, vraiment important. Dans celle que je vous ai citée là, de tête comme ça, non. Il y a juste, je vous dis, dans le contexte d'asthme, vraiment être vigilant avec Eucalyptus radier, Ravinzara, donc passer plutôt sur des conifères, donc tous les sapins. Comment? C'est le pin sylvestre. Non, il n'y a pas de... Dans ce registre-là, là comme ça, non. Après, je vous ai mis moi de tête, non. Après, j'ai pas toujours tout en tête non plus, mais vous avez je vous ai mis des références d'ouvrages si vous voulez avoir plus d'infos. Le guide terre vivante des huiles essentielles de Françoise Quick-Marini, notamment, il y a beaucoup d'infos sur les interactions médicamenteuses. Donc, si vous, voilà, ils sont tous, ils sont différents, mais tous intéressants, quoi. Ouais. Et en diffusion, quand il y a un bébé, le sapin de Sibérie, c'est... Alors, les diffusions, en général, avant 6-7 ans, déjà, ça dépend des huiles essentielles. Donc là, moi, je n'ai pas tout en tête. Éventuellement, vous m'envoyez un petit mail, je vous répondrai, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Chez les tout petits, de toute façon, en dessous de 3 ans, ce qui est en général conseillé, c'est quand vous diffusez, il ne faut pas que l'enfant soit dans la pièce, il faut attendre une demi-heure avant de le faire rentrer dans la pièce où il y a eu la diffusion. Donc déjà, ça commence déjà comme ça, de toute façon. Le citron jaune, il n'y a pas de problème chez les petits. Le sapin de Sibérie, il faudrait que je vérifie comme ça. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je pourrais vous envoyer quelques infos. Sinon, dans le livre de Françoise Quick-Marini, le guide terre vivante, vous avez toutes les tranches d'âge avec tout ce qui est diffusion. Et dans son autre livre, elle vient d'en sortir un, là, Tout soigner avec 16 huiles essentielles. C'est pareil, vous avez des grilles avec toutes les tranches d'âge pour toutes les voies d'administration. Il est très très bien fait. Oui, parce que moi je ne peux pas avoir tout en tête comme ça là. Tout soigner avec 16 huiles essentielles, les 2 premiers. Voilà. Il y a la notion des enfants. Oui, dans le deuxième, là, Tout soigner avec 16 huiles essentielles, vous avez vraiment un tableau par tranche d'âge et voie d'administration qui est hyper clair pour chacune des 16 huiles. Et en gros, toutes celles que je vous ai citées de mémoire, elles sont dedans. Oui. Vous n'avez pas évoqué l'huile d'arbre à thé. Oui, parce que je pouvais pas tout évoquer. Je vous dis ça, mais... nous on l'utilise assez Ouais. fréquemment. Mais alors c'est peut-être plus un antiseptique que... Non, c'est une anti-infectieuse très polyvalente, antibactérienne, antifongique, antivirale. On peut aussi l'utiliser, c'est parce qu'il fallait que je fasse un choix. Oui. Mais oui, c'est vrai que souvent c'est la première huile essentielle que les gens achètent et donc ils démarrent avec celle-là. Donc si vous l'avez, au contraire, il n'y a pas de problème. C'est les mêmes protocoles en fait. Ça peut être mis en bouche sur un support, sur un comprimé neutre. Par voie cutanée éventuellement, même chez les personnes par exemple, qui ne peuvent pas utiliser l'épinette et le pin sylvestre pour des raisons hormonales ou cancéreuses et qui ne veulent pas le faire, on peut mettre Titri Ravinzara sur les corticosurrénales. Et ça aura un effet aussi cortisone-like. Donc elle est aussi, elle est très polyvalente, très intéressante. Et le Titri, vous pouvez en mettre une goutte sur votre brosse à dents quand vous brossez les dents et vous aurez à ce moment-là un passage forcément au niveau... au niveau sublingual, qui fait que ça agira sur l'immunité en général aussi. Nous on met une goutte sur le palais. Comme ça, ouais. C'est très bien, ouais. Si vous l'aimez, parce qu'en fait, il y a... moi je sais que c'est pas celle que je préfère. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas mise d'ailleurs. Alors sinon, on parle beaucoup du microbiote, des problèmes de ventre. Quand vous avez dit toutes les origines au niveau de l'immunité, comment déterminer, parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de ventre, mais tout le monde n'en a pas non plus. Alors comment déterminer si le problème, s'il faut justement, il y a plein de gens qui prennent des probiotiques en ce moment. Oui, je sais bien que c'est un peu un problème aussi, parce qu'on finit par en prendre des fois sans savoir s'il y a vraiment besoin d'en prendre. Je suis d'accord avec vous. Donc, est-ce que
Vous avez des... Déjà, quand au niveau, il y a la fatigue, mais il y a aussi l'état digestif, tout simplement. Comment on digère? Je veux dire, si après le déjeuner, on a le ventre comme ça, c'est qu'il y a quand même un problème de microbiote. Tout ce qui est alternance diarrhée-constipation, c'est clair qu'il y a un problème de microbiote. Quand il y a des mycoses à répétition... Mais ça peut aussi être aussi des intolérances, tout simplement. Ouais, ça peut aussi être ça. Mais après, il faut procéder par élimination. Ouais, alors, vous avez un labo... vous avez un labo qui est dans le 16e, qui fait toutes des batteries de tests. Je ne sais pas si vous le connaissez peut-être, ouais. Et ils ont dans leurs tests pour détecter s'il y a effectivement une mycose, enfin un candidose ou pas. Ça dépend des praticiens. J'avoue que là-dessus, j'ai pas tellement plus d'infos à vous donner. Parce que c'est un sujet, je ne suis pas sûre que tout le monde le maîtrise très bien. Donc, bon... Mais je suis d'accord avec vous, c'est un vrai sujet, le problème du microbiote. Sauf qu'en fait, je pense aussi qu'il y a des thématiques sur lesquelles on n'a pas de recul. Au niveau de la recherche scientifique, ça se développe énormément. Il se trouve que je connais bien une femme qui fait de la recherche sur le microbiote au CNRS. Et c'est un truc c'est une discipline, j'allais dire, qui explose en ce moment. On sait que ça joue sur l'obésité, on sait que ça joue sur l'état dépressif, on sait que ça joue sur, j'allais dire, quasiment tout. Mais ça, ces domaines-là, on en est encore parfois un peu à de la recherche fondamentale et bon, c'est assez récent. C'est une discipline qui est assez récente, mais c'est vrai que je pense que dans les années à venir, il y a encore des choses qui vont être découvertes. Et là, je n'ai pas tellement plus d'éléments à vous donner. Après, il y a peut-être des médecins qui pratiquent la médecine holistique et qui ont des tests spécifiques. Là, je n'ai pas d'infos là-dessus comme ça. Non, il n'y a pas de questions bêtes.